Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Diactech Automobile. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des capteurs d'air sur un moteur. Alors, savez-vous qu'il y a plusieurs capteurs d'air sur les mêmes moteurs? Sur celui-ci, il y en a un, parfois il y en a deux, parfois il y en a trois. Mais pourquoi ils ont mis autant de capteurs d'air? Que font ces capteurs d'air? Et comment le calculateur analyse les données de ces capteurs d'air? Et du coup, nous allons pouvoir conclure comment diagnostiquer ces capteurs d'air. Voilà, donc vous avez bien vu, il y a plusieurs capteurs d'air, nous allons aborder le sujet ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti, suivez-moi. Tu vois, il y a plusieurs formats de capteurs d'air. Par exemple, celui-ci, il s'appelle MAF, M-A-F, Mass Airflow. Et celui-ci, il s'appelle MAP, Manifold Absolute Pressure. Et déjà, ils portent pas le même nom, ça veut dire qu'ils ne font pas le même boulot. Et c'est pour ça que sur votre moteur, ils montent plusieurs capteurs d'air et qu'ils ne font pas le même job. Et on va comprendre pourquoi. Déjà, pour bien comprendre, pour bien mettre les bases, il faut savoir que un moteur avec une combustion parfaite, c'est-à-dire qu'il a un mélange, on dit stoichiométrique, c'est un mélange parfait. Voilà. Ratio air carburant parfait. Donc, il faut bien qu'il connaisse la quantité d'air, la pression d'air et la température de l'air qui rentre dans le moteur pour pouvoir doser le taux d'injection pour obtenir cette fameuse combustion stoichiométrique, ce mélange parfait. Jusque-là, ça paraît si simple. Mais pour obtenir ce mélange parfait, qui est sur ce moteur 14,7 grammes d'air pour un seul petit gramme de carburant. Donc nous sommes là avec des valeurs en grammes. C'est vraiment très peu. Et même, je peux vous dire que l'injection, c'est en milligrammes même, en fonction des valeurs que le calculateur détecte. Voilà. Et donc, pour ça, il nous faut connaître un tas de paramètres. Le calculateur, il a besoin de connaître un tas de paramètres. Pour connaître ces paramètres, il a besoin de plusieurs capteurs. Ça, jusque-là, vous me suivez. C'est une logique imparable. Mais il met plusieurs capteurs parce que le calculateur, il est un peu parano. Et oui, il a besoin de vérifier avec d'autres capteurs si les valeurs sont bonnes, s'il n'y a pas une erreur quelque part. Tout est pensé sécurité dans la gestion logicielle d'un calculateur. Donc, si une valeur est erronée, il va s'appuyer sur d'autres capteurs pour confirmer, ouais, il y a un problème. Le capteur volumétrique, le capteur de débit volumétrique, lui, il va mesurer, c'est un peu comme un tourniquet à l'entrée d'une usine, et chaque fois qu'un salarié rentre, clac, clac, il va analyser, comptabiliser, on va dire plutôt, ce nombre de salariés qui est rentré dans l'usine. Eh bien là, c'est pareil. Lui, il va comptabiliser la quantité en grammes d'air qui rentre dans le moteur. Et oui, parce que l'air, ça pèse. Donc, on a tendance à oublier que l'air, ça pèse. Si tu prends une balance avec un ballon vide et si tu pèses le même ballon plein, vous n'obtiendrez pas le même poids. Voilà. Alors ça, c'est très faible, hein, mais c'est vraiment un poids, une masse, l'air. Et lui, eh bien, il calcule la masse d'air qu'il passe. Voilà. Il est rentré tant de grammes d'air. C'est souvent par cycle. Hein. Alors que ce petit capteur MAP, lui, il va nous donner la pression dans le collecteur d'admission ou avant, enfin, suivant où il est positionné, mais le plus important, c'est celui d'un collecteur d'admission, il va nous donner la pression. Voilà. Une fois qu'on connaît le poids d'air qui est rentré par le débitmètre, maintenant, on a besoin de connaître la pression, parce qu'on a des moteurs qui sont sous turbo compressés, des moteurs atmosphériques. Je vais vous faire la démonstration sur celui-là, c'est un atmosphérique, mais c'est bien pour vous montrer ce que l'on doit mesurer avec la valise et je vais vous montrer avec un mano. D'ailleurs, lorsque l'on analyse le capteur d'air, de pression d'air moteur éteint, et ça vous allez voir que c'est important de le faire en tout premier moteur éteint, et bien ici, notre calculateur lit, notre capteur envoie l'information au calculateur que nous sommes à 1 bar de pression.
Et pourtant, le moteur est éteint. Ça prouve bien que déjà, nous sommes dans une ambiance atmosphérique à 1 bar. Et ça, c'est parce qu'il lit les valeurs de pression absolue. Voilà. Je vais essayer de vous faire une capture d'écran pour vous montrer que je lis bien 1 bar sur le véhicule. Alors, comment j'ai fait? Je suis rentré dans le calculateur d'injection moteur et puis je suis allé sur lecture des données de mon UDIAG X95 Pro. Et ici, dans rechercher, voilà, j'ai tapé pression parce que c'est un capteur de pression. Pression, voilà. Rechercher, voilà, il m'a trouvé pression collecteur, pression, nous voulions pression du collecteur. Je suis d'accord sur ce que je recherche. Il me les donne en HPA, je les veux en bar, parce que, voilà. Vous pouvez les avoir en mini-bar si vous voulez. Voilà. Pour ceux qui veulent plus de précision, voilà. En mini-bar, on est carrément plus précis. C'est le bar, on le divise par 1000. Et bon, on va laisser en mini-bar, c'est pas mal. Donc, comme ça, vous voyez que nous pouvons lire les valeurs de ce fameux capteur de pression, qui lui va avoir une importance vraiment, c'est le plus important des 2 capteurs. Alors, pourquoi ce capteur de pression absolue est le plus important? Parce que lui, il va pas juste définir la quantité d'air qu'il rentre, comme le débitmètre massique, mais lui, il va définir l'effort que le moteur a besoin. C'est exactement ça, c'est pour connaître quel effort il fait et quelle injection il a besoin. Parce qu'il peut rentrer peu d'air dans le débitmètre massique, et pourtant vous êtes en train de forcer parce que vous êtes en train de monter une côte ou vous êtes en train d'accélérer pour doubler, tout simplement. Lui, il va vraiment donner l'information de l'effort moteur qu'il a besoin. Voilà, en plus de la pédale, hein, bien d'accélérateur bien évidemment, mais quand bien même, si vous n'aviez pas touché la pédale, vous entamez une montée, tout d'un coup le moteur va se mettre à forcer, et lui, il va le savoir. Donc nous avons bien compris, pour récapituler vite fait, sans prendre des heures sur ces capteurs, avant de faire les démos, le débitmètre d'air massique, lui, il mesure la quantité d'air qu'il rentre en grammes. Le capteur MAP, le capteur de pression, lui, il informe la pression qu'il y a dans le moteur et l'effort que le moteur a besoin. Ensuite, c'est le calculateur qui décide. Ça, ce sont 2 capteurs. C'est pas des actionneurs. Donc, le calculateur qui décide de ce qu'il doit faire en fonction de ces données. Il va enrichir ou il va appauvrir, il va injecter plus, injecter moins, voilà. Et puis ensuite, il va quand même contrôler. Et oui, il va contrôler avec la sonde d'oxygène, on en a déjà parlé, et cette sonde d'oxygène va dire mélange trop riche, mélange trop pauvre, et va ajuster. Et elle va trancher. J'ai 2 informations d'air et de pression d'air. Je décide, j'injecte mon carburant et je contrôle avec ma sonde d'oxygène. Voilà. Elle va trancher s'il y a une erreur entre les deux. Hein. Voilà. Et ensuite, eh bien, je corrigerai, j'adapterai. Voilà. C'est ce que le calculateur il fait. Lui vraiment, il prend toutes les décisions sur les actionneurs. C'est vraiment le calculateur qui gère ça. C'est rien d'autre. Hein. Ça, ce sont que des capteurs. Alors là, je viens de vous parler de capteurs de température que j'avais pas trop évoqué jusque-là. Rémi, pourquoi on a besoin de la température de l'air? On s'en fout? Pas du tout. Parce que sachez que un bar à 20 degrés n'aura pas la même masse qu'un bar à 60 degrés. Donc n'aura pas le même nombre de molécules d'oxygène dedans. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on met un intercolaire, un refroidisseur d'air dans le turbo. C'est pour pouvoir refroidir cet air du turbo et pour pouvoir augmenter le taux de molécules d'oxygène. Alors, le calculateur, lui, il utilise tout simplement une loi physique qui s'appelle la loi des gaz parfaits. Je vous mets la formule, voilà. Et en fait, à nous, elle nous sert à rien puisque c'est le calculateur qui fait des calculs. Nous, on calcule pas ça. Hein, voilà. Alors, là où je vais venir sur un sujet un petit peu plus, qui va être un peu plus compliqué à comprendre pour des novices, c'est que je vais utiliser ce mano qui, lui, il sait faire la différence entre la pression absolue
et la pression atmosphérique. Voilà. Ici, vous voyez, je vous le montrerai en gros plan. Voilà. L'aiguille est sur 0, c'est la pression atmosphérique. La pression absolue, c'est le vide parfait. Pour que le calculateur décide que ce soit en dépression, il faudrait être en dessous de 1 bar. Voilà. Et tant qu'on est au-dessus de 1 bar, ça veut dire que tout simplement que le calculateur calcule encore en positif. Je sais pas si vous avez bien compris. Voilà. Bon, nous allons le voir avec le mano. Comme ça, lui, il nous dira carrément. Et puis, nous allons le voir aussi avec la valise. Et vous allez voir qu'avec la valise moteur en route, c'est pareil. Il va nous donner une pression entre 300 et 500 millibars. Alors le moteur au ralenti. Alors que si vous mettez votre doigt dans l'admission, ça, vous avez l'impression que ça aspire. Hein. Et pourtant, on est en positif tout le temps. Voilà, il faut bien faire la part des choses entre la pression réelle et la pression absolue. J'insiste un peu, mais vraiment, c'est parce que c'est pas évident à comprendre au départ. Et surtout qu'en diagnostic, la valise diagnostique, elle va nous donner des valeurs en pression absolue. C'est pour ça qu'on a bien besoin de comprendre la pression absolue. Mais ça, une démo vaut plus qu'un grand discours. Donc, voici notre capteur de pression absolue. C'est celui-ci. Voilà. 3 fils, ça, nous allons voir ensemble au schéma électrique et nous allons voir comment nous pouvons même leurrer le capteur. Ça, c'est la phase d'après. Donc, vous reconnaissez notre capteur ici. Voilà, c'est le même. Et je vais vous montrer avec le mano, là, vous le voyez bien, le mano, là, que ici, c'est la pression atmosphérique et que la pression absolue, elle est bien plus basse puisqu'elle va jusqu'à 0. Voilà, c'est le vide absolu. Voilà. Et là, du coup, je vais vous montrer en démarrant le moteur que vous avez l'impression qu'il aspire alors qu'il est toujours en pression. Donc, nous allons faire ça ensemble. Allez, faisons ensemble le premier test. Donc, je vais accrocher mon mano. Je l'orienterai comme il faut après. Comme je vais pas me prendre sur le capteur de pression absolue parce qu'il en a besoin pour démarrer, pour faire ses calculs, je vais simplement me prendre ici. Voilà. Je débranche la tubulure d'admission, c'est ce qui va au cerveau frein, voilà. Et je vais brancher mon mano, ça va prendre, c'est assez rapide à faire, voilà. Je me suis branché à la place du cerveau frein. Est-ce que vous arrivez à lire le mano? Parfait. Donc là, j'ai branché mon mano et maintenant, je vais démarrer le moteur et vous allez voir, je vais essayer de zoomer sur le mano. Allez, je vais démarrer et vous allez voir ce qu'il s'y passe. Voilà. Donc, ici, nous voyons que le moteur aspire, mais il est encore en pression. Et pourtant, il aspire. Si vous mettiez votre doigt, vous sentez que ça aspire. Voilà. Alors, regardez bien. Ici, nous avons notre mano qui mesure la pression atmosphérique, on l'a bien dit. Hein. Et ici, regardez, nous sommes en positif, puisqu'il y a en pression absolue. Voilà. Hein. Donc là, on est à 320, 330 millibars. Mais c'est divisé par 1000. Hein. Après, je peux vous les mettre en barres si vous voulez. Hein. En barres, on doit être à voilà, 0,3. Hein, ça bouge moins comme ça. Voilà. 0,3 bar. Donc on est pas loin du vide parfait parce que le vide parfait c'est 0,00. Hein. Et quand je vais mettre un coup d'accélérateur, vous allez voir, vous savez quoi, on va mettre en graphique. Voilà. Et là vous allez bien voir mes 2 coups d'accélérateur qui vont, 2 ou 3 coups d'accélérateur. Et vous allez bien voir mon mano ici. Observez bien le mano et observez bien les courbes. Vous allez voir que ça bouge en même temps. Ça veut dire que la valise, elle nous donne les valeurs exactement comme je la lis avec le mano. Voilà. Vous avez vu que le mano a bougé et ici il a bougé aussi. Nous pourrons faire un graphique. Alors, quand je regarde le schéma électrique, il me dit qu'il doit y avoir un fil gris
un fil violet et un fil brun. Et il me dit que le gris, c'est l'alimentation en 5 volts. Le gris, il est là. Ok, lui, c'est l'alimentation en 5 volts. Et il me dit que le fil numéro 2, violet, c'est la masse. Le violet, ici, c'est la masse, c'est celui-là. Et le brun, ça va être le signal. Le brun, effectivement, c'est le signal. Alors là, je vais vous faire une petite manip pour bien comprendre. Alors, je vais débrancher le capteur. Le moteur est éteint, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de souci. Et là, je vais utiliser une dérivation. Alors, vous allez tout de suite comprendre ce que c'est. C'est jamais qu'un fil qui fait un pont et qui revient à son capteur. Ça veut dire qu'il reste alimenté, il reste tous les signaux restent corrects. Et juste dans ce pont ici, là, moi, je peux brancher tout ce que je veux. Multimètre, oscilloscope et compagnie. Hein. Donc, on sait que le gris, c'est l'alimentation. Je vais le mettre en rouge. L'alimentation, ça va être à tous les coups, ça va être du 5 volts. Il y a de grandes chances. Hein. On sait que le signal, je vais le mettre en vert. Voilà. Vert. Et on sait que la masse, je vais la mettre en noir. Voilà, là, on est plus clair. Là, on y voit plus clair. Voilà. Là, ici, j'ai raccordé toute la partie faisceau calculateur. Maintenant, je vais relier ici la partie capteur. Je vais passer de l'autre côté. Voilà. Donc, nous avons 3 fils. En premier, c'est le rouge. Bon, rien du tout là-dedans. Je vais l'enlever. Voilà. En premier, c'est le rouge. Hop. En deuxième, c'est le vert. Hop. En troisième, c'est la masse. On va le tourner. Voilà. Tout le reste, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Voilà, voilà, voilà. Donc jusque-là, vous avez compris ce qui se passe. C'est juste, hop, ça vient là. Ici, c'est le même, ils sont couplés et ça repart là-bas. Je remets le capteur en place. Voilà. Et ici, je vais pouvoir faire toutes mes mesures dont j'ai besoin. Et en tout premier, je vais contrôler que l'alimentation, par rapport à mon schéma électrique, ce soit bien avec un simple multimètre. Avec un simple multimètre, vous allez voir. Je mets sur volt continu. Contact mis, je dois obtenir la masse sur le donc pour qu'on garde les bonnes couleurs, hein, sur le violet que j'ai mis en noir. La masse, hop, et l'alimentation, hop, voilà. Quand je vais mettre le contact, si vous voyez mon multimètre, voilà. Il s'allume, voilà. Quand je vais mettre le contact, il va m'afficher normalement 5 volts. C'est pour contrôler. Voilà, il y a le contact. C'est bien un capteur qui envoie du 5 volts. Quand je vais aller dans le signal c'est le vert. Voilà, j'obtiens une valeur, la valeur que le calculateur connaît, et lui, il va interpréter cette valeur dans le fil du signal qui va au calculateur. J'ai juste ponté, hein. Voilà. Eh bien, il connaît que cette valeur, c'est 1 bar. Voilà. Le calculateur est calibré comme ça. 4,76, c'est 1 bar. Pas tout à fait 1 bar, vous avez vu, c'est parce que c'est même des millibars, hein, voilà. Et lorsque l'on va démarrer le moteur, maintenant, on va pouvoir constater
on va pouvoir constater que les valeurs que l'on lisait tout à l'heure en pression, que l'on lisait tout à l'heure avec le graphique, ce ne sont que des volts qui vont au calculateur. Mais là, je voudrais mettre une petite attention. Les capteurs comme ça, il y a deux modèles. Il y en a qui sont électroniques et qui, eux, vont envoyer des signaux on-off, on verra ça avec l'oscilloscope. Et il y en a qui vont envoyer juste une courbe linéaire en fonction de la pression. Quand on ne sait pas sur quel capteur on est, on va basculer notre multimètre sur Hertz. J'ai 0 Hertz, ça veut dire que je suis sur un capteur analogique. Si j'aurais une fréquence, alors là, ça veut dire qu'il faut que je prenne un oscilloscope et que je mesure chaque fois une courbe bien qui va se resserrer ou s'écarter, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Voilà, donc là, je me suis mis en Hertz, j'ai bien un capteur analogique. Je me mets sur volt, voilà, et j'ai la tension que envoie le capteur au faisceau et au calculateur. Maintenant, je vais démarrer le véhicule et nous allons regarder. Attention que ça se prenne pas dans les courroies de partout là, voilà. Et donc, allez, je démarre le véhicule. Vous allez voir que maintenant, on va parler en tension. Voilà, vous voyez? Regardez. Là, il nous parle en tension. C'est de la tension que le calculateur traduit. Envoyée par ce fameux capteur. Il est alimenté. Hop, si je perds mon mano. Il est alimenté. Voilà. Il est bien en pression. Nous sommes à 0,20 quelque chose là. Presque 300 millibars. Et voilà. Ça nous donne une tension. Cette tension, le calculateur va l'interpréter sous forme de pression. Voilà. Si je mets un coup d'accélérateur, je ne voudrais pas faire tomber mon multimètre, mais je voudrais que vous le voyez. Voilà. Un petit coup de gaz. Voilà. Est-ce qu'il a eu le temps de bouger? J'ai pas eu le temps de voir parce que j'étais à la pédale d'accélérateur, mais oui, je viens de voir les chiffres qui évoluent. Donc voilà. Maintenant, nous savons que nous parlons en tension. Maintenant que l'on sait que l'on parle en tension, nous allons pouvoir leurrer la pression du calculateur et je vais vous montrer comment. Donc, pour bien comprendre ce que je vais faire, la manipulation que je vais faire, comme tous les capteurs, je vais vous mettre comme ça, vous êtes en face. Voilà les faisceaux, hein. Comme tout organe électrique, ils ont besoin d'un plus et d'une masse. Et ils renvoient le signal qu'il a besoin au calculateur. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher sur le signal. Mais pour pas abîmer notre capteur, je vais tout simplement lui enlever l'alimentation. Voilà. Comme ça, il est plus alimenté. Mais j'ai quand même l'alimentation ici, moi. J'ai quand même le rouge. J'ai quand même l'alimentation ici du faisceau. Du calculateur. Et j'ai quand même sa masse et son signal. Donc, je vais brancher un potentiomètre sur... Mais je vais garder le multimètre parce que j'ai besoin de savoir ce que je fais quand même. Quand j'aurai le contact. Alors voilà. Donc, j'ai fait mon branchement. J'ai pris l'alimentation 5 volts que j'ai envoyé dans un potentiomètre et que je renvoie dans le signal via le doigt, je sais plus comment ça s'appelle, là, ce qui sert à varier la tension. Et lorsque l'on regarde ici et lorsque l'on regarde la valise, vous allez voir que je peux modifier la tension. Regardez, je la fais monter, doucement, tranquillement. Et le calculateur, il interprète cette tension par de la pression. Voilà. Donc là, il correspondrait à 1 bar de pression atmosphérique, par exemple. Et puis dès que je varie, voilà, je le baisse, je veux le remettre. Voilà. Ce qui veut dire que si je démarre le moteur dans ces conditions-là,
Eh bien, simplement, je vais leurrer le capteur. Là, leurrer le capteur, à part enrichir, appauvrir notre combustion, c'est tout ce que je vais faire. Donc, il n'y a pas l'intérêt de démarrer le moteur, et encore que je pourrais le faire, vous allez l'entendre, modifier sa sonorité. Bon, le moteur va venir par s'asseoir petit à petit parce qu'il s'engorge ou quoi que ce soit. Et on aurait la sonde d'oxygène qui détecterait aussitôt attention Rémi, trop riche, trop pauvre, voilà. Donc on est capable de leurrer un capteur sans aucun problème. Vous voyez, hop, je le remonte. Voilà, bon, je suis allé à fond d'un coup, mais voilà. On peut le mettre qu'un petit peu, hein. Voilà. Là, je vous l'ai mis qu'un petit peu. Je vais quand même vous le mettre en route, le moteur, vous allez voir. Alors, que rien se prend dans les... Oui. Voilà, voilà. Donc, il était aux alentours de... Je sais plus exactement. Voilà, on va le démarrer comme ça. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez le mano et que vous voyez mon multimètre. Allez, je vais démarrer le moteur. Alors s'il boite, il broute, c'est normal, hein, parce que là j'ai envoyé une information, d'ailleurs, qui est de 900 millibars. 900 millibars, c'est la pression atmosphérique. Et quand il a démarré, c'est moins que ça. 700, on descendait à 300, je crois. Ouais, 292. On n'est pas loin de 300 millibars pour son ralenti. Et ensuite, on va faire varier. Comme ça, vous allez le voir évoluer. Allez, je mets ça là. Je vais démarrer la voiture. Voilà. J'ai mis en route. Ça cafouille un peu. Je vais modifier. Vous voyez? Je modifie la pression. Trop. Hop, voilà. Donc, on est capable de leurrer le capteur. Vous avez vu? J'ai démarré un peu trop bas. Et je suis allé jusqu'à la faire caler en modifiant simplement les valeurs, en trichant, en leurrant le capteur. Voilà, comme ça vous avez vu qu'avec un simple manomètre qui est en pression, qui lui il lit la pression absolue, voilà, avec un simple multimètre et avec la valise diagnostic, nous sommes capables de contrôler, de vérifier et de leurrer le capteur de pression absolue. Alors ça, évidemment, vous avez peut-être pas tout compris ce que j'ai fait à ce stade-là. Ça c'est vraiment, alors c'est assez typique à l'oscilloscope normalement. Ceux qui utilisent l'oscilloscope utilisent pas mal ce type de câble. Mais voilà, donc tout simplement, j'ai utilisé les câbles de mon oscilloscope. C'est ça. Et le potentiomètre, rien de spécial, c'est celui qu'il y a dans ma mallette. Dans ma mallette, pic-fil, hop. Et puis nous avons vu que il était analogique et pas numérique. Vous vous rappelez, j'ai mis le multimètre sur Hertz. Hein, voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant, j'en enlève un peu parce qu'il commence à y avoir un peu trop autour de moi. Et maintenant, je vais rebrancher ça et je vais vous montrer sur un capteur qui fait les Hertz. Voir ce qu'on voit dans l'oscilloscope. Alors, finalement, je vais vous montrer ce que l'on lit dans l'oscilloscope. Je vous montre à mon écran. Regardez, voilà. Là, nous avons les impulsions, 5 volts. On voit, hein, 5 volts. Et si j'augmente, vous allez voir, hop, voilà. On rapproche. Ouh. Voilà ce que lit notre calculateur. Et je peux augmenter la fréquence. Voilà. Et voilà. En fait, notre calculateur, il va lire ça. Il va lire, lorsque nous sommes sur un capteur numérique, il va lire simplement cette valeur-là qui est en train d'influencer. Regardez, je la raccourcis, je la rallonge. Voilà, tout simplement. C'est jamais qu'une commande PWM en 5 volts. Voilà. Vous voyez, je l'écarte, je la rapproche. Il voit pratiquement plus que du 5 volts, comme on voyait tout à l'heure avec le multimètre. Et par contre, s'il aurait baissé, arrivé ici, genre, on aurait, je vais me mettre à 50%.
Voilà. Et bien là, on lirait que 2 volts et demi avec le multimètre, alors que là, réellement, on a toujours des pics de 5 volts, mais ils sont à 50% de duty-cycle, ça s'appelle. Voilà. Tout simplement. Alors, bien évidemment, un technicien sans minimum d'outillage, sans schéma électrique, sans repère, sans savoir ce qu'il fait, c'est pas un technicien. Voilà. Donc là, comme ça, je vous ai montré vite fait que ce capteur-là est vraiment très important. Alors maintenant, je vais vous montrer que sur certains moteurs, ils en ont mis plusieurs. Et je vais vous montrer pourquoi. Avec une image que je vais trouver d'ailleurs. Alors, regardons cette image de gestion moteur. En vert ici, c'est tous les capteurs qui vont rentrer dans le calculateur. Lui, il prendra toutes les décisions et chaque décision va être appliquée sur chaque actionneur. Jusque-là, nous avons bien compris. Et si vous regardez bien, ici, il y a déjà un capteur de température d'air et de pression absolue dans l'air d'admission. Ici, il y en a un autre, transmetteur de pression de suralimentation. Voilà. Et ici, il y en a encore un autre, capteur de pression servo-frein. Ah ouais, donc celui-là, c'est les freins, c'est différent. Donc nous avons 1, 2, et le débitmètre, qui est... Où est notre débitmètre? C'est pas tous les moteurs qui ont des débitmètres, beaucoup les diesels. Bon, bref, voilà. Et lui, en fonction des données, il va agir sur, en général, il agit sur l'injection, hein. Voilà. Et il contrôle sur ses sondes à oxygène pour pouvoir voir ce qu'il fait, si c'est bon. Et il agit aussi sur le boîtier papillon. Le boîtier papillon, il est dans les 2 cases, parce que lui, il a des capteurs de position internes, et il est piloté par le calculateur, qui contrôle les capteurs de position, ainsi de suite. Voilà. Et lorsque vous regardez ce moteur TSI, par exemple, regardez, il y en a un avant le boîtier papillon, il est ici, un capteur de pression de suralimentation. Lui, il va mesurer la pression de turbo, mais comme ici, il y a un papillon, la pression turbo ne va pas toute passer ici, dans le collecteur d'admission. Pourquoi? Parce que on pourrait dire, s'il y a un bar ici, il y a forcément un bar ici, mais que c'est peu ouvert. Non, parce que le moteur, lui, il en aspire. Et du coup, du fait qu'il en aspire, ce capteur-là et ce capteur-là ne vont pas donner les mêmes valeurs. Sauf si le papillon est ouvert à fond, ok. Mais lorsqu'il va être au ralenti, lui, il va dire le turbo est à telle pression, je gère le turbo, je m'occupe de la pression turbo, il donne l'information au calculateur, et lui, il donne l'information au calculateur de ce qui rentre réellement dans le moteur. Ça, voilà. Comme ça, l'air qui est vraiment aspiré par le moteur, elle est donnée par ce capteur-là ici. Voilà. Et elle prend pas en compte forcément la pression turbo, évidemment. Elle prend vraiment ce qui rentre dans le moteur. Alors, regardons ce moteur. Par exemple, lui aussi, il en a 2. Il en a un, le turbo pousse dans l'intercolaire pour refroidir l'air. Hein. On a vu ça, que ça, le molécule d'oxygène n'était pas les mêmes, air chaud et air froid. Hop, il va analyser ici la pression que le turbo pousse. Ici, nous avons le boîtier papillon, qui lui va se fermer, s'ouvrir en fonction de la demande conducteur. Et ici, dans le collecteur d'admission, il y a un deuxième capteur qui lui va donner réellement ce que le moteur aspire. Voilà, lui c'est le primordial, c'est lui, parce que lui il va gérer vraiment l'injection, le ratio air carburant, alors que lui il va juste servir à gérer la pression de suralimentation pour diminuer, augmenter le turbo, voilà. Donc vous voyez que là par exemple nous avons 2, et puis nous avons, est-ce qu'il y a un débitmètre sur ce moteur? Non, il n'y a pas de débitmètre, il aurait été ici sinon. Voilà, il aurait été là s'il y avait un débitmètre. Il n'y est pas sur ce moteur. Ça dépend des moteurs. Les débitmètres, je vous dis, c'est les diesels qui ont beaucoup ça. Donc voilà, vous avez bien compris ces 3 capteurs d'air au niveau du moteur. Je voulais surtout que vous compreniez la pression relative et la pression absolue. La différence des deux, la valise va lire en fonction de dans quelle fonction vous êtes. Vous aurez une pression absolue ou vous aurez une pression relative. Par exemple, ici, nous avions la pression absolue parce que ça part du vide absolu. Moi, pour mon mémo technique, c'est le vide absolu. Ça veut dire que c'est en dessous de la pression atmosphérique. Voilà. Et la pression relative, eh bien, c'est que on a rajouté la pression, la pression atmosphérique.
Si vous lisez 0 à la valise moteur éteint, ça veut dire qu'il lit la pression relative. Si vous lisez 1 bar, ça veut dire qu'il lit la pression absolue. C'est comme ça qu'on détecte si on est en pression absolue ou en pression relative. Voilà, c'était vraiment important. Si vous avez déjà compris ça, vous avez déjà compris une bonne partie de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris des choses, c'est que vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à liker. Abonnez-vous. Lorsque vous vous abonnez, vous m'encouragez à vous fournir de nouveaux contenus, de nouvelles explications que je simplifie pour que ce soit compréhensible par un large public sur des choses parfois un petit peu compliquées. Je vous remercie. À très bientôt.